Le sous-marin Casabianca est l'un des submersibles français qui a réussi à s'échapper du port de Toulon le 27 novembre 1942, retournant au combat du côté allié sans être intégré dans les forces navales françaises libres. Ce navire a joué un rôle important dans la libération de la Corse. Le Casabianca faisait partie du programme de 1931 ainsi que de la 6e série de la classe 1500 tonnes, qui comprenait 31 navires au total, dont l'Archimède était le premier exemplaire. Ces unités construites à partir de 1924, lancées entre 1928 et 1937 et entrées en service de 1931 à 1939, ont des caractéristiques qui diffèrent selon la série de leur fabrication, leur date ou le constructeur qui les a construites. Les 1500 tonnes sont issus des plans du sous-marin Narval. Ces bateaux appartiennent à la catégorie de ce qu'il convient d'appeler des submersibles plutôt que des sous-marins. En effet, ils sont particulièrement conçus pour naviguer en surface avec la possibilité de s'immerger si nécessaire. Et à l'époque, la tendance était de privilégier l'attaque en surface afin d'économiser les torpilles. La capacité d'attaque en immersion était généralement davantage réservée à la sécurité du navire, lorsqu'il se voyait offrir la possibilité d'une embuscade afin de surprendre des cibles potentielles. Le Casabianca fut posé sur la quille le 28 juillet 1931 au chantier naval de Saint-Nazaire et lancé le 2 février 1935. A noter qu'initialement, il était prévu qu'il porte un nom légèrement différent. On doit ce changement à François Pietri, alors ministre de la Marine, qui est en Corse, s'était étonné que le nom du glorieux marin corse Casabianca ne soit porté par aucun bâtiment de la Marine nationale, lui qui s'était illustré à la bataille navale d'Aboukir en 1798. C'est donc à la demande du ministre qu'on rajouta une lettre et que le nom de Casablanca, initialement prévu, fut remplacé par Casabianca juste avant le lancement et la période d'armement qui se termina le 1er décembre. La livraison définitive du nouveau submersible à la Marine nationale fut retardée en raison des difficultés de mise au point de ses moteurs principaux, au diesel, une des caractéristiques apparemment les moins appréciées de ce type d'unité. Le navire entra dans sa phase finale d'essai en juillet 1936 et entra en service opérationnel le 31 décembre de la même année. Le Casabianca mesurait plus de 92 mètres de long et pour un tonnage de plus de 2000 tonnes une fois immergé. Il était équipé d'un système de détection dont l'élément principal était un dispositif d'écoute G16. Le submersible était armé à l'origine d'un canon de 100 mm sur le pont devant le kiosque, d'une mitrailleuse double 13,276 sur l'arrière du kiosque et après modernisation aux États-Unis, d'un canon de 20 mm au Air Lincoln et d'un second canon de 20 mm au Air Lincoln sur l'avant du kiosque modifié. Leur cadence de tir individuelle théorique était d'environ 400 coups par minute. Mais l'armement principal d'un sous-marin, restant la torpille, le Casabianca était amplement pourvu en tubes lance-torpilles, puisqu'il en possédait 11 et de 2 calibres différents, lui offrant ainsi la possibilité de lancer des torpilles soit vers l'avant, soit vers l'arrière, ce qui était une caractéristique pratiquement unique à cette époque. Le Casabianca entra en service le dernier jour de 1936 et trouva rapidement sa première affectation, en l'occurrence au sein de la division sous-marine dénommée DSM, cette formation étant composée de l'Achille, de l'Ouessant et de l'Agosta au début des hostilités. En novembre 1939, le capitaine de corvette René Sacaz était aux commandes du Casabianca. À cette époque, les Britanniques craignaient à juste titre que la marine allemande ne lance bientôt toutes ses forces contre les lignes de communication maritime. Plus exactement, les voies de ravitaillement qu'ils fournissaient à la Grande-Bretagne et à la France du matériel vital, principalement américain, surtout en vue des heures sombres qui s'annonçaient. C'est pourquoi un important renforcement des escortes fut prévu, chargé d'accompagner les cargos britanniques et français. La deuxième DSM reçoit donc l'ordre de participer à ces missions pour servir d'épouvantail à la flotte de surface allemande. Les unités de type 1500 tonnes de la division rejoignirent donc Halifax, au Canada, où elles arrivèrent le 25 novembre après une traversée difficile, faisant la jonction avec 4 de leurs homologues de la Royal Navy. Après une série de réunions préparatoires à l'établissement du prochain convoi,
dont le nom de code était HX11, il fut décidé que seuls le Casabianca et le Sfax seraient intégrés au convoi, formant ainsi la première section. Le départ était prévu pour le 4 décembre 1939. Les deux navires rattrapèrent le convoi partis un peu plus tôt et prirent position dans de mauvaises conditions météorologiques qui promettaient d'empirer. Le capitaine Sakaz décida de placer ces deux navires dans une position plus sûre, légèrement en arrière des navires marchands. Mais dans la nuit du 8 au 9, une mer forte désorganisa et dispersa le convoi. Le Casabianca se retrouva ainsi complètement esselé. À l'aube du 10, il rattrapa finalement l'amiral d'escorte et quelques navires marchands qu'il réussit à rassembler. Le temps, toujours aussi mauvais, rendait la navigation de surface très difficile. L'eau affluait dans le sous-marin, ce qui allait fortement entraver le bon fonctionnement des moteurs diesel noyés. Les hommes également étaient très épuisés. Le navire souffrait à ce point qu'un petit navire marchand fut envoyé pour tenter de le remorquer, et l'opération échoua. L'océan se déchaînant encore un peu plus, le Casabianca se retrouva à nouveau seul. Pendant les 5 jours suivants, son équipage se consacra à la réparation des dommages subis par le submersible, toujours secoué par les éléments, et ne put donc se reposer. Il rejoignit enfin le corps principal du convoi le 16 au sud-est de la Grande-Bretagne. Le Sfax, qui avait perdu les cargos marchands le 9, avait pu les rattraper la veille. Le Cap Lizard, à la pointe sud de l'Angleterre, fut enfin atteint et les cargos finirent par se disperser, rejoignant leurs lieux de débarquement respectifs. Bien qu'ils aient tous atteint leurs objectifs, y compris les submersibles, on peut se demander tout de même ce qui serait advenu d'eux en cas d'attaque ennemie. Quoi qu'il en soit, le Casabianca et le Sfax, escortés par un navire de surface français, avec à sa tête le commandant Rivière, parvinrent à regagner sans encombre le port de Brest. Cependant, il apparut clairement que ce type de mission était mal adapté aux submersibles, raison pour laquelle, par la suite, ils ne réaliseront plus d'opérations de ce type. Peu de temps après son arrivée à Brest, le Casabianca fut finalement assez peu utilisé. À partir d'avril 1940 et jusqu'à l'attaque allemande à l'ouest, toujours dans la 2e DSM et rattaché à une flottille mixte franco-britannique basée en Angleterre, il effectua cependant diverses missions dans l'Atlantique Nord, au large de la Norvège et dans le détroit de Skagerrak. Le 19 juin 1940, le Casabianca se trouvait au bassin de Brest lorsque les installations de l'arsenal furent envahies par les Allemands. Profitant du désordre ambiant, il parvint pourtant à s'échapper et à rejoindre l'Afrique du Nord où, de juin 1940 à octobre 1941, il servit entre Dakar et Madagascar avant de rejoindre au lendemain de l'armistice les unités autorisées à partir en mer par la marine de Vichy. Cependant, en novembre 1941, il fut sommé de revenir à Toulon et de s'y présenter afin d'être désarmé. L'affaire se compliquait et de plus, l'ambiance à la base était tendue, les équipages réduits des submersibles faisant tout leur possible pour essayer de maintenir leur navire immergé en état de navigabilité, tout en attendant la tournure des événements. En avril 1942, le Casabianca fut finalement autorisé à reprendre du service. En vertu des conventions d'armistice, autorisant le maintien en service d'un certain quota d'unités, il fut placé jusqu'en septembre 1942 sous le commandement du capitaine de corvette Jean L'Herminie, avec un équipage complet. Il effectua quelques plongées d'essai, se tenant prêt à toute éventualité, dans un contexte qui risquait de s'aggraver. Au moment du débarquement allié en Afrique du Nord, en novembre, et de la réaction allemande qui s'ensuivit avec l'invasion de la zone libre par la Wehrmacht, des ordres furent donnés concernant les mesures préparatoires au sabordage éventuel des navires. La flotte française devrait ainsi choisir entre obéir ou refuser les ordres de Vichy. Le Casabianca au Mourillon était prêt à prendre la mer lorsque la nouvelle de l'invasion de l'Afrique du Nord arriva. Le submersible faisant partie des unités susceptibles de se saborder afin d'échapper aux troupes allemandes. L'idée de s'appareiller dans le but de reprendre le combat germait dans l'esprit de l'équipage qui alla même jusqu'à dormir à bord pour éviter toute surprise ou imprévu. Beaucoup restaient cependant dans l'incertitude quant à la conduite à tenir. Tous attendaient l'occupant, dont les troupes se rapprochaient déjà de l'arsenal. Lorsque l'Herminie réunit ses hommes pour les informer des derniers ordres reçus qui donnaient la priorité à un sabordage, un murmure de désapprobation se fit entendre parmi eux. Après avoir imposé le silence, le commandant confirma que quoi qu'il devait arriver, le navire ne devait en aucun cas tomber entre les mains des nazis.
Herminier semblait pourtant hésiter, évoquant l'éventuel retour au combat, mais sans précision. C'est là que le plus ancien des hommes d'équipage se fit le porte-parole de tous et se présenta respectueusement mais fermement au commandant, affirmant que tout l'équipage souhaitait continuer le combat si la possibilité lui était offerte. Herminier, semble-t-il, n'avait besoin que d'entendre cela pour clore le débat en son fort intérieur. Cependant, le temps pressait. En effet, le 27 au matin, à 5 heures, les Allemands tentèrent un coup de main. Des coups de feu furent ainsi entendus aux portes du quartier du Mourillon, à Toulon, créant la panique auprès des navires présents. Pour le Casabianca, ce fut le signal pour un départ précipité, certes, bien que l'équipage s'était préparé à cette éventualité avec des Allemands qui n'étaient plus qu'à quelques dizaines de mètres de là. Le navire franchit ainsi la barrière de bois qui fermait le bassin des sous-marins. Accompagné du Vénus, ce dernier réussit à sortir le premier, mais devait être coulé un peu plus tard. Le Casabianca se faufila quant à lui dans la confusion la plus complète, sous le feu nourri des chasseurs de la Luftwaffe. Parvenant à prendre le large, il resta un certain temps à tourner autour de Toulon, attendant que d'éventuels navires échappés le rejoignent. Finalement, le Casabianca se décida à traverser la Méditerranée, réussissant à atteindre Alger le 30 novembre 1942. A noter qu'une fois arrivé près des côtes algériennes, et forcément dépourvu des codes de reconnaissance alliés, il fut inquiété par un destroyer de la Royal Navy au moment de refaire surface, avant finalement de parvenir à se faire reconnaître. Sur les 5 sous-marins qui échappèrent au sabordage avec le Casabianca, 2 autres, le Glorieux et le Marsouin, devaient continuer la lutte aux côtés des Alliés. Au début de l'année 1943, le Casabianca se retrouva ainsi à la disposition des services de renseignement alliés. Il fut utilisé par exemple afin d'entretenir une liaison appelée Tube, en référence au métro londonien, une liaison qui reliait l'Algérie et l'Espagne. À Barcelone, il organisa un bureau de la résistance chargé de faire passer des hommes ou des courriers empruntant les routes pyrénéennes pour entrer ou sortir de France. Dans ce genre de circonstances, Casabianca était obligé d'arriver si près des côtes occupées par l'ennemi qu'il risquait à tout moment de s'échouer ou bien de tomber en panne. Des missions de l'ombre risquées, peu visibles, mais importantes, destinées certes à faire passer des agents ou bien à les récupérer, mais également destinées à préparer les premières opérations de la reconquête alliée, dont les plus notables pour le Casabianca seront celles menées en vue de la libération de la Corse. Dans la nuit du 13 au 14 décembre 1942, le Casabianca débarqua en Corse pour une mission d'information et de renseignement appelée Pearl Harbor, préparée sous les auspices du général Giraud afin de prendre contact avec le Front National, principal mouvement de résistance de l'île. Furent ainsi débarqués le chef de bataillon Roger de Saulles, le commandant adjoint Toussaint Griffi, un instituteur Laurent Preziosi et le radio Pierre Griffi. Des armes, du matériel radio et des fournitures diverses accompagnaient l'équipe qui devait organiser une opération de recueil de renseignements et établir une liaison entre l'Afrique du Nord et la Corse afin d'améliorer et de coordonner l'action de la résistance sur l'île. Un second débarquement dans les mêmes conditions fut prévu la nuit suivante, mais ne put avoir lieu en raison des mauvaises conditions météorologiques. Dans la nuit du 5 au 6 février 1943, le submersible débarqua à nouveau 2 autres agents en Corse, dont un radio ainsi que plusieurs émetteurs et récepteurs et diverses fournitures destinées au matériel. Et ce n'est pas tout, car dans la nuit suivante, soit du 6 au 7, le navire effectua une nouvelle opération, livrant quelques 450 mitrailleuses, 60 000 cartouches, ainsi que des émetteurs radio destinés à la résistance. Il effectua encore plusieurs transports, et après une tentative avortée près de Saint-Tropez, dans la nuit du 10 au 11 mars, toujours en Corse, il fit débarquer 2 nouveaux agents chargés des fonds et en récupéra 2 autres, ainsi que certains membres d'équipage dont le navire s'était échoué quelques jours plus tôt. Entre le 1er et le 2 juillet 1943, le Casabianca effectua son retour en Corse. À son bord, un nouveau chef de la résistance, désigné par Alger pour organiser les combats sur l'île, un capitaine de gendarmerie dénommé Paulin Colonne à Distrie, nom de code César, ainsi que 2 autres agents. Par leur renseignement, ils aidèrent le remplaçant avant son départ par un sous-marin britannique le 1er avril 1943, pour la deuxième mission, celle de l'organisation militaire de la résistance
et du débarquement en Corse, toujours avec l'appui du sous-marin Casabianca. Le commandant Colonna d'Istria sut au cours de sa mission admirablement organiser la résistance armée sans imposer de gouvernance politique. Il parvint également à assurer la coordination militaire des combats insurrectionnels contre les troupes d'occupation italo-allemandes. A noter que Pierre Griff, qui réceptionna Paulin Colonna d'Istria, parvint quant à lui à transmettre durant cette première mission, et une partie de la deuxième, 286 messages déterminants. Malheureusement comme d'autres, il fut arrêté le 11 juin, quartier Saint-Joseph à Ajaccio, atrocement torturé et mourut héroïquement à Bastia, sans rien avouer, le 18 août 1943. Il déclara au tribunal du 7e corps d'armée italien « Je ne regrette qu'une chose, ne pas vous avoir fait plus de mal », et refusa de se laisser bander les yeux avant d'être fusillé par les chemises noires. Le résistant Marc Sodini, arrêté comme lui, en rapporta son témoignage. Le soulèvement général de l'île aura pourtant bien lieu. Commencé le 9 septembre, il se poursuivit grâce à l'action du Casabianca qui parvint à transporter à Ajaccio, dans la nuit du 12 au 13 septembre 1943, les premiers éléments des forces françaises libres qui devaient participer à la libération de la Corse. Sous la joyeuse canonnade des patriotes réunis en masse sur les quais, le submersible fut accueilli au cri de « Vive la France »,« Vive le Casabianca »,« Vive de Gaulle ». Le navire y débarqua donc 109 hommes du 1er bataillon de choc sous le commandement du commandant Fernand Gambier, qui avouera lui-même et ses hommes avoir voyagé comme des sardines en boîte, à bord avec toutes leurs armes, leur équipement et leur matériel. Il devait être bientôt suivi de contingents plus importants, sous les ordres du général Martin, débarqués par d'autres unités de la marine française. Le 5 octobre, la Corse devint ainsi le premier département de France métropolitaine libéré, c'est à signaler, après le soulèvement de la population et par l'action conjointe des résistants corses, des Italiens et des éléments de l'armée d'Afrique rattachés à la France libre, et sans véritable intervention des Anglo-Américains qui continuaient leur offensive en Italie au même moment. Les pertes allemandes lors de la libération s'élevèrent à environ 700 tués et blessés et 350 capturés. Les Italiens perdirent quant à eux de 600 à 800 soldats, 2000 étant blessés, dont de nombreux membres de la division Frioul. Les Français subirent de leur côté 75 tués, 239 blessés et 12 disparus. La Corse devait devenir une base de l'armée américaine ainsi que de l'US Navy pour la poursuite des opérations en Italie, puis pour le débarquement de Provence en août 1944, l'île obtenant un surnom, en l'occurrence celui d'USS Corsica, USS étant le préfixe des navires de la Navy, ici utilisé par analogie avec les porte-avions américains. Après les missions en Corse, le navire passa sous le commandement du lieutenant Henri Bellet, officier en second de l'Air minier, ce dernier ayant été grièvement blessé. Le Casabianca patrouilla encore au large de la Méditerranée, effectuant des missions plus classiques, en coulant nombre de navires ennemis. Et vraisemblablement, en mai ou juin 1944, il subit des dommages relativement importants lorsqu'il fut pris pour cible par erreur par un avion britannique. Le 20 juin 1944, le Casabianca arriva à Alger pour être réparé et remis en service. L'équipage allait également pouvoir profiter d'une pause dans les combats. L'Afrique du Nord n'était cependant qu'une étape et après avoir été envoyé à Casablanca, il partit pour les États-Unis, où il arriva à Philadelphie en août pour être réaménagé et rééquipé. Il revint en France en mars 1945, à la fin de la guerre. Après la fin du conflit, il continua à naviguer jusqu'au début de 1947, date à laquelle il était prévu qu'il soit modernisé au port de Brest. Pourtant, ces travaux n'eurent jamais lieu, et ce pour des raisons budgétaires. Rayé des listes de la marine en février 1952, le Casabianca fut destiné à la casse en 1956. Une fin peu glorieuse pour l'un des navires les plus représentatifs de la marine française et l'un de ses plus dignes représentants durant toute la Seconde Guerre mondiale. Cité 7 fois dont 6 à l'ordre de l'armée de mer, le sous-marin Casabianca fut décoré de la Croix de guerre 1939-1945 et arbora la fourragère rouge de la Légion d'honneur. À titre de récompense, le commandant l'Air minier reçut de l'amiral commandant le groupe de sous-marins britanniques basé à Oran, un Jolly Rogers, en l'occurrence un pavillon pirate à tête de mort et tibia entrecroisés qui était traditionnel chez les sous-mariniers anglais pour afficher leur tableau de chasse suivant un code bien défini.
Ainsi, le Jolly Rogers du Casabianca s'ornait de 7 dagues correspondant aux missions secrètes et des barres blanches et rouges correspondant aux navires coulés. Actuellement, un des 6 sous-marins nucléaires d'attaque, classe Ruby, de la Marine nationale française, mis en service en 1987, porte le nom de Casabianca. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodoc, la chaîne Histoire, ou bien tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.